Bonjour Mathis, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur LS Tech in Progress et merci pour ton invitation. Ici on est chez 50 Partners, c'est bien ça? C'est ça exactement, on est dans les locaux de 50 Partners. Donc écoute, merci beaucoup Mariadec de bien vouloir écouter notre aventure. Globalement, là on est chez 50 Partners, donc c'est un accélérateur de start-up qui est présent dans le premier arrondissement de Paris, qui notamment a un beau track record dans le digital avec pas mal de boîtes qui ont été accompagnées au tout début de leur développement par donc les partners. Le concept, c'est d'avoir des entrepreneurs chevronnés qui du coup accompagnent des plus jeunes entrepreneurs et ils prennent aussi des participations au capital. Et ils viennent de créer notamment une filiale santé qui s'appelle 50 Partners Santé. Ok. Et qui du coup maintenant peut justement prendre en charge des entreprises du secteur de la santé. Il y en a 3 pour l'instant. Il y a Jean, il y a Surge et il y a nous. Il y a Pixacare. Et il y a Pixacare, voilà. On va en parler, on va pas spoiler plus que ça. On parlera donc évidemment de Pixacare dans cet épisode. Mais avant tout ça, j'introduis toujours mes épisodes de la même manière, mais il n'y a pas 10 000 manières pour les introduire. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs, nous raconter un petit peu qui tu es, quel est ton parcours et comment, voilà. Après, je te poserai la question de savoir comment tu en arrives à Pixacare, mais d'abord tout le passé, quoi. Très bien, écoute. Je m'appelle Mathis Ringdal et je suis le président cofondateur de Pixacare. J'ai 28 ans. Okay. Et donc j'ai créé la société quand j'en avais 25, quasiment juste après mes études. Moi j'ai fait des études plutôt autour des sciences de la vie que j'ai complété avec un master entrepreneuriat. Un master entrepreneuriat que j'ai notamment fait entre la France et les États-Unis. Donc j'ai eu la chance d'aller à Berkeley pendant mes études et ça m'a beaucoup ouvert les yeux, notamment sur l'entrepreneuriat au sens large, mais surtout entre guillemets à l'américaine. L'enseignement à l'américaine, mais aussi l'entrepreneuriat à l'américaine. Et voilà, il y a un dynamisme, il y a une forme de bouillonnement culturel, intellectuel, technologique qui est assez incroyable. C'est pour ça que ce master s'organise en partie là-bas. Et quand je suis revenu en France, je voulais absolument créer des boîtes. Évidemment, j'avais été piqué. Et donc, j'ai créé une première boîte pendant ma dernière année de master qui n'a pas fonctionné pour des raisons diverses et variées. Mais par contre, ça m'a beaucoup appris. C'était une boîte qui s'appelait Cagette. Okay. Avec un K. Et en gros, on était dans l'agroalimentaire et on faisait une sorte de plateforme de livraison en circuit court pour les restaurateurs, pour leur permettre de s'approvisionner très facilement, disons en un clic, auprès de petits producteurs de qualité. Et ça n'a pas fonctionné pour des raisons de scalabilité. En tout cas, à l'époque, le marché n'était pas prêt pour pouvoir remplacer le bon vieux fournisseur. Et puis voilà, et puis on n'avait peut-être pas forcément tous toutes les compétences requises à l'époque dans l'équipe. Mais en tout cas, c'était une superbe expérience qui m'a beaucoup appris. Ouais, c'est vrai que mine de rien, même les toutes petites expériences, même quand tu fais par exemple du bénévolat, des choses comme ça, tu apprends des notions. C'est ça, c'est vraiment aller sur le terrain et se confronter ses idées, confronter la théorie, disons, qu'on enseigne très bien dans les écoles françaises à la pratique. Et là, tu te retrouves face à un restaurateur qui en a rien à faire de ce que tu veux, de ce que tu veux lui vendre. Limite, tu l'embêtes plus qu'autre chose. Et tu essayes de lui vendre ton idée, ton concept. Et très vite, tu apprends à gérer, entre guillemets, l'humiliation. Et tu apprends aussi à être très agile. Et surtout, c'est épuisant, c'est exaltant. Ouais. Et aux États-Unis, ils font ça très bien. En tout cas, ils te mettent très dans le bain. Et donc quand je suis arrivé en France et que j'ai eu cette première expérience, ça n'a pas été simple tout le temps, mais par contre ça a été incroyable. On a fait le tour de France, on a rencontré plein de producteurs. Ça a duré combien de temps ? Ça a duré 10 mois, très exactement. Ça a été aussi l'occasion de mon stage de fin d'études de mon master. On était encouragé ou à créer des boîtes ou à rejoindre des boîtes en stage. Okay. Donc j'ai créé la mienne. Et puis ouais, on a rencontré des tonnes de producteurs, on a bien mangé, on a bien bu. On a fait d'une pierre deux coups. Et puis et après on a donc quand on a arrêté la société, mes amis ont décidé d'avoir d'autres activités. Et moi, j'ai décidé de persévérer dans l'entrepreneuriat parce que c'est quelque chose qui me convenait et qui me convient toujours. Et donc, vu que j'avais une formation plutôt sciences de la vie, je me suis dit, c'est ou l'agroalimentaire ou la santé. Okay. Et j'avais envie de découvrir la santé. Donc, c'est à ce moment-là où je me suis dit, je vais aller dans des congrès médicaux pour essayer de rencontrer un médecin qui a une bonne idée. Ok, d'accord. Donc, directement, ça, c'est vraiment purement état d'esprit entrepreneurial. Là, il y a toutes les cases qui sont cochées petit à petit. Je vais dans les congrès comme ça. Okay. Exactement. Ouais. Donc je me suis dit ce que j'avais appris pendant ma première expérience, c'est que fallait qu'il y ait c'est un peu galvaudé, mais c'est qu'il faut qu'on réponde vraiment à un besoin. Et moi, je voulais un professionnel de santé qui avait la migraine à cause d'une problématique vraiment qui l'embête au quotidien. Et je me suis dit, si on arrive à avoir un outil qui répond à une problématique comme ça, entre guillemets, c'est déjà en partie gagné. Ouais. Et donc, j'ai vraiment cherché ce médecin agacé par une problématique, ce médecin déprimé. Alors, j'ai la chance d'en avoir trouvé un qui est pas du tout déprimé, même très dynamique, okay. Mais par contre, qui avait un vrai problème. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait un événement qui s'organise à Strasbourg, qui est le Hacking Health Camp, qui s'organise chaque année là-bas.
et qui justement est un des gros hackathons mondiaux. C'est un hackathon à la base qui est canadien et qui du coup est en France maintenant. Et depuis quelques années, donc, il y a eu des belles boîtes qui en sont sorties, notamment il y a Arkane, il me semble. Arkane, il me semble, il y a surtout Synapse, du Synapse. moins la graine de l'entrepreneuriat a germé là-bas chez Clément. Tout à fait. Il y a Physimed aussi. Physimed, ouais. Aussi, et HypnoVR. HypnoVR, tout à fait. Donc voilà, c'est un très bel événement pour rencontrer justement, pour avoir des professionnels de santé qui sont porteurs d'innovation, pour pouvoir rencontrer des ingénieurs ou des entrepreneurs qui sont aussi férus d'innovation en santé. Donc c'est un des rares événements comme ça en France. Et c'est comme ça que du coup, Vincent, Frédéric et moi, on s'est rencontrés à cet événement-là. Tu les as rencontrés là-bas, ton médecin migraineux, tu l'as rencontré là-bas. Exactement. Et donc Frédéric était à cet événement et donc il avait une problématique à l'époque de photographie médicale. Ok. Donc en global, il arrivait directement dans le hackathon et c'est très marrant parce que c'est un souvenir assez marquant. Il est arrivé sur l'estrade, ça se passe dans un amphithéâtre de l'université de médecine, donc c'était vraiment assez. Voilà, il arrive comme ça avec son beau costume de chirurgien plasticien et il monte son téléphone et il dit voilà, moi je suis chirurgien, je prends 200 photos par semaine dans mon activité clinique. Et donc voilà, moi comment je fais pour prendre ces photos-là, c'est 50% de mon dossier patient en termes de données. Okay. J'ai pas d'outil pour le faire. Maintenant, vous vous doutez bien, on prend plus des photos avec l'appareil photo numérique, on prend des photos avec le téléphone portable. Donc du coup, j'ai tous mes collègues et moi qui prenons ces photos. Et donc ils montrent la galerie de son téléphone. Et il y avait des photos de toutes ces mastectomies en date et de toutes ces lésions, vraiment des photos horribles. Et des photos de ses enfants au ski à côté, mélangées avec ses photos de vacances. Et alors, donc du coup, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais c'est incroyable. Et en plus, la chance qu'on a eue, c'est qu'il y avait Vincent et Alexis. Okay. Qui sont deux ingénieurs informatiques brillants, notamment qui s'étaient rencontrés dans une société à Strasbourg et qui du coup, donc notamment Vincent, qui est ingénieur diplômé du CNAM et qui à l'époque travaillait notamment chez Microsoft. Okay. Donc aussi, on a formé un groupe là à ce moment-là et puis on a commencé justement à travailler sur cette problématique. Et donc du coup, on a développé un premier prototype qui marchait pas du tout, mais en tout cas qui avait le mérite de montrer plein de choses et on a vraiment pris en main le sujet, et donc on a gagné plusieurs prix au hackathon, on a gagné 2, le prix de l'incubateur local Semia, qui est un incubateur maintenant qui a un rayonnement national dans la santé avec énormément de boîtes de très haut niveau qui sont du coup maintenant rentrées et qui vraiment grâce à un accompagnement assez exceptionnel de la part des différents chargés d'affaires permettent vraiment de créer un cluster d'innovation entre autres dans la région Grand Est. Donc on a gagné le prix de l'incubateur et le prix des US, des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Ça nous a un peu donné tout l'écosystème pour créer la boîte ensuite. Et on a eu l'accompagnement de la région, de l'incubateur, de l'hôpital. Et à la suite de tout ça, donc après à la suite de hackathon, vous êtes lancé, c'est ce que j'allais poser cette question, c'est parce que du coup on connaît un petit peu le hackathon. Il y a plusieurs boîtes en effet qui sont passées sur le podcast, qui sont passées par ce hackathon-là. Mais généralement, tu réattaques pas directement le jour d'après le hackathon, tu te lances pas sur la boîte. Non. Est-ce qu'il y a eu un round d'observation? Comment vous avez décidé entre la fin du hackathon et le vrai début de Pixhacker? Et ensuite, je t'emmènerai à pitcher Pixhacker. Comment vous avez, comment ça s'est passé? Comment continuer la maturation de l'idée? Est-ce que vous êtes lancé direct, pas direct? Alors en fait, dans l'équipe déjà, il y a 4 personnes actuellement de l'entreprise qui étaient présentes à ce hackathon. D'accord. Il y a 3 cofondateurs plus Alexis. Ça c'est incroyable. Oui. Il y a Alexis notamment chez Sguer qui est actuellement notre ingénieur en intelligence artificielle. Et donc en fait, déjà il y a la moitié de l'équipe qui s'est... il n'y a eu plus que Frédéric et moi qui sommes restés à l'issue de ce hackathon et qui sommes restés un peu en contact. Okay. Les autres de l'équipe sont retournés à leur vie professionnelle d'avant. Même s'ils ont gardé un intérêt pour le projet. Donc, du coup, moi, j'avais le choix. Soit j'allais chercher du boulot, soit je commençais à me creuser un peu la problématique avec Frédéric. Okay. Et donc, pendant 1 an, en fait, avec Frédéric, on est resté que tous les deux et on a créé déjà une relation de confiance, mais aussi et surtout, on a étudié aussi la problématique. On allait beaucoup plus loin dans la réflexion. Donc, moi, par exemple, j'ai fait le tour de différents hôpitaux en France pour vérifier si la problématique était, était la même tout seul, genre, t'as pris ton sac à dos et tu t'es baladé, quoi. Oui, c'est ça. Incroyable. Je suis allé notamment à l'hôpital Bichat. Je me souviens, c'était la dermatologue de ma mère qui avait accepté de me recevoir pour répondre à mes questions et qui m'avait dit écoutez, moi aussi, je prends des photos. Là, j'ai rencontré le chef de service à l'époque de dermatologie de l'hôpital Bichat qui m'a montré on a les mêmes problématiques, on a les mêmes trucs. Donc, j'avais fait ça aussi avec d'autres établissements de santé où j'étais un peu rentré comme ça, juste pour me renseigner, de manière un peu à valider la problématique. Et en plus de ça, j'avais aussi pas mal regardé la concurrence. À l'époque, l'idée était un peu différente de celle qu'on a maintenant, même si les grandes lignes restaient les mêmes. On était vraiment focalisé sur la photographie médicale. On faisait une appli pour prendre les photos des patients, pour que les médecins prennent les photos des patients. Et donc, il n'y avait pas de société dans le monde qui faisait ça, quoi. Okay. Il n'y avait pas de solution. Donc, moi, j'avais appris dans mon master que s'il n'y a pas de concurrence, c'est pas une bonne nouvelle. En général, c'est qu'il y a un problème. Mais par contre, il y avait un vrai besoin.
besoin très criant dans les établissements de santé. Et donc tu t'es dit, c'est peut-être le jackpot là. Je me suis dit, peut-être on est le premier à avoir l'idée dans le monde. Et donc avec Frédéric, on a poussé un peu le raisonnement. On a commencé à faire des maquettes. Moi, j'ai même développé un petit prototype, carrément. mais vraiment juste pour tester, quoi. Et donc, on l'a testé un petit peu dans son service, etc. On s'est très vite rendu compte que il y avait un vrai produit à développer à partir de cette idée, parce que c'est pas forcément le cas. Donc, il y avait vraiment une appétence aussi des soignants pour justement avoir cet outil-là. Oui, c'est vrai que tu avais directement le laboratoire de test. En fait, tu pouvais tester directement sur le terrain avec Frédéric, quoi. C'est ça, on avait son service de chirurgie plastique aux hôpitaux universitaires de Strasbourg qui était entre guillemets ouvert à notre expérimentation. On a pu tester une maquette, il a commencé à donner son avis sur comment développer l'outil. À la base, c'était juste une appli, après c'était une appli avec une version web. Il y avait tous des outils pour scanner l'étiquette patient, voilà. Et donc on a commencé à développer ça. On a aussi pas mal récupéré de subventions dans la région, un peu tout le parcours financier aussi des entrepreneurs, donc on ne parle pas tant que ça, mais en création, le moment où tu trouves des premiers fonds pour créer ta structure ensuite, hein. Et donc on a récupéré quelques milliers d'euros comme ça, et puis ensuite on s'est vite rendu compte mi-2019 il nous fallait un associé. Et que c'est bien de vouloir développer une boîte dans le numérique en santé, mais s'il n'y a pas le numérique dans les compétences des fondateurs, ça peut vite être très compliqué. Ouais. Donc à ce moment-là, on a repris contact avec notre troisième associé cofondateur, Vincent Marcellu, qui donc à l'époque terminait son école d'ingénieur, et qu'on a un petit peu qu'on a sollicité en lui disant voilà ce qu'on a fait, voilà l'idée qu'on a, est-ce que ça te dit de revenir dans la boîte? Et évidemment, il s'est vite repris le goût pour la boîte, et donc il a commencé à revenir travailler sur le projet. Donc c'est là où on a vraiment commencé à développer un premier prototype. Donc ça, c'était vers mi-2019, fin 2019. On a vraiment commencé à développer un premier prototype. Et donc c'est là où aussi Alexis est revenu. Donc Alexis, qui était présent à Hackathon, est aussi revenu en tant que premier salarié dans l'entreprise début 2020. Et mars 2020, on s'en souvient tous pour la période Covid. Et bien moi, je m'en souviens parce que c'est là où on a lancé notre vrai prototype dans le service de Frédéric. Le jour du Covid. Exactement. Donc un peu plus d'un an après la rencontre au Hacking Health Camp, même un an et demi, on a pu développer justement, on a pu déployer ce premier prototype avec le service de Frédéric. Alors à l'époque, c'était très simple, et on avait déjà senti en développant le produit qu'en termes de marché, il faudra aussi élargir la proposition de valeur. Mais en tout cas, on a développé ce premier prototype, et ça a été assez exaltant de voir les premiers utilisateurs dans une startup, cette milestone d'atteindre la première métrique d'usage. C'est quand même assez dingue, et ça a été source d'énormément d'apprentissage sur la suite. Donc voilà, on a teasé un petit peu parce que tu t'as donné des indices comme ça au fur et à mesure de ta réponse. Qu'est-ce que c'est du coup aujourd'hui Pixacare? Alors aujourd'hui, Pixacare, c'est une solution pour permettre la photographie médicale et le suivi de la cicatrisation. Donc en fait, notre outil sert à deux choses. Donc comme je l'ai expliqué, à structurer la photographie médicale. Donc c'est un outil qu'on déploie dans les hôpitaux qui permet à tous les soignants, donc qu'ils ont une pathologie visuelle, de prendre en photo la lésion, mais aussi de permettre le suivi de la cicatrisation, notamment sur un parcours ville-hôpital. Donc ça permet à des médecins et des infirmiers de communiquer autour de la prise en charge d'une plaie. Donc les plaies, c'est quoi? Plaies chroniques, notamment les plaies chroniques, c'est tout ce qui est escarre, ulcère de jambe, et ça représente plus de 2,5 millions de personnes par an en France. Et c'est un coût qui est estimé entre 1 et 3 milliards d'euros par an en France, en fonction des différents types de plaies qu'on prend en compte. Et c'est un enjeu médico-économique très fort. Et notre outil permet de documenter les plaies de manière sécurisée, standardisée, et que ces informations soient visibles par tous les acteurs. D'accord. Et donc cette solution qu'on déploie dans les établissements dans les établissements de santé permet de diminuer les réhospitalisations, de faciliter la cicatrisation des patients. Parce qu'il y a un meilleur suivi. Et donc pour documenter, comment ça se passe? Donc le professionnel de santé, il prend la photo, il a quoi derrière? Il a un questionnaire pour renseigner sa plaie. Comment ça fonctionne derrière un petit peu? Exactement, donc c'est ça. Donc le professionnel de santé, il prend la photo en l'occurrence, il identifie le patient d'abord, donc il prend en photo l'étiquette. On a développé des algorithmes pour automatiquement reconnaître les étiquettes des patients. On a développé ces algorithmes pour tous les hôpitaux en France, ça a été assez rigolo. Et donc le soignant scanne l'étiquette, prend les photos, et là il va remplir un questionnaire en l'occurrence. Donc il va pouvoir remplir par exemple de l'information sur la plaie, sa taille, la couleur, la douleur, etc. Et donc c'est des informations standardisées. Actuellement, ces informations elles sont remplies par les soignants, mais ou sur papier, ou alors ils le font pas. Et souvent c'est fait ou sur PowerPoint, ou c'est fait directement par texto, sur WhatsApp, par mail. Et donc ces informations sont standardisées, et ensuite donc tous les acteurs de la prise en charge, qu'ils soient dans la ville ou l'hôpital, peuvent voir donc l'évolution de la plaie en temps réel. Donc ils peuvent voir ils ont des graphiques sur la taille de la plaie, sur son évolution, sur sa dégradation potentielle, ils peuvent renseigner le protocole de soins s'ils le veulent. Donc il y a une messagerie intégrée pour permettre aux acteurs de communiquer s'il y a une dégradation de la prise en charge.
Ok. Est-ce que c'est la question que je me posais, c'était de savoir si il y avait un tuto pour les professionnels de santé pour qu'ils prennent bien la photo. Alors en fait, la première étape de notre développement, c'est déjà de structurer la photographie médicale. Donc on veut déjà que les soignants prennent la photo de la manière avec notre appli plutôt qu'avec la. Donc ça a été une première étape. Donc on a permis de structurer ça. Donc on a réussi à le faire parce qu'on a plus de maintenant de 150 000 photos médicales qui ont été prises avec notre outil. Maintenant on est dans une quinzaine d'établissements de santé, donc avec des services de dermatologie et de chirurgie plastique qui prennent ces photos. Et donc au fur et à mesure, on a aussi identifié qu'on pouvait développer des outils pour standardiser la photographie médicale. Okay. Donc quand je te parle justement de ces prises de photos, en fait, on a développé un outil pour permettre de standardiser la photographie médicale en rajoutant un petit sticker. C'est un autocollant à usage unique que tu mets à côté de la plaie. Okay. Et donc tu prends la photo et donc ensuite si le sticker est dans le cadre, ça permet donc au médecin de contourer notamment la zone de la plaie. Donc on calcule automatiquement comme ça sa taille de la plaie. Et on a développé aussi des algorithmes pour automatiquement reconnaître les différentes zones de la plaie. Et puis peut-être aussi la couleur, je sais pas. Exactement. Le sticker. Exactement. Donc c'est un référentiel colorimétrique et centimétrique sur lequel on a développé un brevet. Donc toute la partie analyse d'image et sticker pour permettre justement que la photographie médicale elle soit standardisée et qu'il n'y ait plus besoin de faire des mesures manuelles comme par exemple des fois ils le font avec une réglette en papier, ils ne le font pas. C'est hyper intelligent en vrai parce que du coup j'avais pas cette partie là de Pixacart, je savais pas que vous aviez développé du coup cet outil de standardisation. Comment vous avez eu l'idée? Parce que c'est vrai que là quand tu le dis ça paraît tellement évident, franchement ça me paraît vraiment génial quand tu le dis comme ça. Rien que ça aurait pu faire l'objet d'une boîte. Alors en fait la question de la standardisation de la donnée de santé c'est une question globale. Nous on est des experts de la photographie médicale, donc très vite la question de la standardisation de la photographie médicale semblait assez évidente. Donc on s'est demandé comment on arrive à garder l'ergonomie d'un smartphone avec la qualité qu'on peut attendre de données de santé. Donc c'est pour ça qu'on a commencé à réfléchir à ces moyens de manière avec de l'intelligence artificielle de standardiser cette donnée. Donc faire en sorte qu'il n'y ait plus cette variabilité entre les professionnels de santé. Et on a aussi regardé ce qui se faisait ailleurs dans d'autres types de sociétés et on a identifié que vraiment l'idée de la mire était quelque chose qui était présent dans d'autres industries pour justement standardiser des images sur tout smartphone, et on s'est dit que ça pourrait s'appliquer parfaitement à notre cas d'usage. Donc voilà, ça nous a permis de développer cet outil qui est en cours de marquage. Il y a tout le parcours qualité réglementaire notamment à mettre en place, et là on est en cours de marquage de classe 1 pour cet outil, et on arrivera très vite sur le marquage CO classe 2A pour les versions plus vraiment d'analyse poussée de la plaie. Ok, trop fort. J'ai envie de revenir sur les débuts de Pixacart quand tu dis que tu allais dans les hôpitaux, tu allais toquer à la porte pour voir comment ça se passe. Ça c'est quelque chose qui va intéresser nos auditeurs parce que typiquement là on est dans du vrai conseil entrepreneurial. Comment tu as fait évoluer ta méthodologie de prospection aujourd'hui? Comment tu t'y prends? C'est quoi ta sauce secrète? Alors, la sauce secrète actuellement pour la prospection, en fait, on a une technique que notre associé Frédéric a appelée affectueusement la pince du crabe. En fait, il y a un enjeu dans les établissements de santé, mais c'est souvent le cas dans beaucoup d'entreprises, surtout quand des entreprises qui vendent à des entreprises. Il faut être capable d'aligner les planètes. C'est-à-dire qu'il faut que l'utilisateur et le décisionnaire soient d'accord sur le fait que cet outil crée de la valeur. Et donc, ce qu'on fait actuellement, nous, par exemple, c'est qu'on a des réseaux médicaux, donc qui peuvent être ou des médecins que mon associé connaît, ou alors surtout des médecins qui nous ont vus ou qui nous contactent parce qu'ils ont le besoin de la photographie médicale et de la plaie. On va les voir, donc on leur dit voilà, écoutez, on leur fait une démonstration, et en parallèle, nous, on a aussi, on rentre en contact avec la direction hospitalière, donc de manière à vraiment rapprocher les deux. On prend en contact avec la direction hospitalière en mettant en avant aussi notre solution sur les aspects médico-économiques dans les établissements, sur l'aspect qualité de vie, l'aspect sécurisation des données. Et ensuite, on fait, une fois que le soignant est convaincu, que la direction est convaincue, on fait, entre guillemets, se rejoindre les différents intervenants pour permettre d'aller vers un déploiement. Ouais, donc tu intègres directement tout le parcours, on va dire tout le parcours décisionnaire dans ta prospection, quoi. Au lieu de passer par un pilote, tu fais les deux en parallèle, quoi. Exactement, puisque en fait, les établissements de santé bougent parfois un peu lentement, c'est comme ça. Par contre, ils sont tous. Les décisionnaires sont conscients des enjeux qui sont sur le terrain. Par contre, ils ne sont pas forcément toujours très disponibles. Donc, on peut perdre beaucoup de temps à justement aller voir un professionnel de santé qui va être content, qui va vouloir le produit, et puis qui après ne va même pas savoir qui aller solliciter pour provoquer une décision d'achat. Donc en fait, intégrer dès le début ces interlocuteurs dans la décision, dans les grandes parties prenantes de la décision, et de voir aussi les soignants pendant la démonstration qui ont un besoin, ça permet beaucoup plus facilement en tout cas de les rendre acteurs, et donc plus facilement aussi d'avoir une décision sans passer énormément de temps. Alors ça n'empêche pas que
les dirigeants hospitaliers sont très sollicités et oui. ont des responsabilités énormes, ce qui fait qu'ils ne sont pas toujours disponibles. Mais déjà, même s'il y a un de leurs collaborateurs qui peut se rendre présent pour parler interopérabilité, intégration, déploiement plus large, dès la démonstration, ça aide. Ok, d'accord. C'est la technique de la pince du crabe. Voilà. Ok, mais très 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 belle technique. On va retenir cette technique tout simplement. Tu disais qu'ils sont pas très disponibles. C'est pareil là-dessus. Comment tu fais pour quels sont tes arguments entre guillemets pour les rendre disponibles? Sachant qu'il y a aussi c'est un sujet sur lequel on pourra revenir, notamment si tu prospectes en région parisienne, c'est qu'il y a une telle multitude de startups santé qui veulent vendre aux mêmes personnes. Comment ils trouvent le temps et comment toi tu t'insères là-dedans? Est-ce que pareil, tu as une astuce? Alors, l'élément fondamental, ça reste le besoin métier. Ça reste le fait d'avoir un ou voire plusieurs médecins dans l'idéal qui ont des rôles importants dans l'établissement. Si ce sont des médecins DIM, si ce sont des médecins présidents de CME, si ce sont des chefs de service, c'est quand même l'idéal. D'avoir ce genre d'ambassadeurs qui sont convaincus par la solution et son intérêt, déjà c'est la règle numéro 1. Okay. Donc ça, on ne peut pas passer outre. Et donc à partir du moment où une entreprise vient voir des dirigeants hospitaliers avec déjà un soutien médical en interne, donc déjà par exemple, là, c'est tout bête, mais le professeur en question qui est en CC du mail, qui est là ou qui atteste du besoin, déjà ça change un peu les choses. Et aussi le fait d'avoir entre guillemets un mini track record, donc d'avoir déjà des établissements qui nous utilisent ou voire qui peuvent nous promouvoir. Typiquement quand il y a un responsable de santé connectée dans un établissement ou responsable innovation qui peut appeler son copain dans l'autre établissement pour demander comment ça se passe avec cette boîte, ça va être pas mal. Et donc ensuite, faut être très concis et trouver les bons arguments très vite. Donc trouver les bons canaux de communication, ça peut être parfois le mail, ça peut être parfois le téléphone, ça peut être parfois la cooptation via un de leurs collègues. Okay. Et surtout être extrêmement concis sur qu'est-ce qui les concerne eux. Ouais. Typiquement, un directeur général d'établissement, il a énormément de sujets, il a des micro-sujets partout, il doit hiérarchiser. Est-ce qu'en 3 mots, on est capable de dire, voilà, mon produit, il améliore la qualité de vie au travail, il améliore la sécurisation des données, il rentre dans votre objectif de parcours ville-hôpital, parce que c'est dans le plan régional de santé de mettre ça en place. Et est-ce que du coup, ça peut permettre justement de créer de la valeur et pour lui et pour les utilisateurs. Ok, d'accord. Donc il y a une très bonne connaissance du profil que tu vas avoir aussi, quoi. Parce que tu disais, est-ce qu'il y a un niveau régional? Là, tu disais par exemple, il y a des plans régionaux, etc. Est-ce que du coup, tu fais à chaque fois que tu vas voir un directeur hospitalier ou quelque chose comme ça, tu fais un travail de recherche sur les thématiques régionales, à savoir s'il y a des leviers sur lesquels tu peux activer? Évidemment, l'intérêt, c'est de créer de la valeur pour ses clients. Donc l'intérêt, c'est de voir aussi comment notre produit peut forcément s'insérer dans une stratégie globale. Alors on pense à la stratégie de l'établissement qui a en règle générale des plans à 5 ans pour être capable par exemple de sécuriser les données, de mettre en place un parcours ville-hôpital, d'ouvrir le système d'information vers l'extérieur. Et il y a aussi des plans régionaux de santé qui, disons, impactent directement les établissements. Donc les agences régionales de santé vont elles-mêmes établir des plans stratégiques qu'ils vont pousser à leurs établissements pour être capables, par exemple, de faciliter la création de GHT, de permettre justement d'avoir de la coopération entre les différents centres, d'être capable de plus facilement connecter le patient avec la ville ou avec l'établissement. Et donc c'est un travail qu'on fait en amont, c'est de savoir déjà à quel établissement on parle, quel est son plan entre guillemets d'urbanisation de la santé, quelle est l'organisation du GHT, quels sont leurs axes prioritaires, est-ce que notre solution s'intègre dans ces axes-là, et ensuite en fonction des dirigeants, quels sont eux aussi leurs enjeux en tant que dirigeant. C'est pas de la même chose de parler à un directeur général que de parler à un DSI par exemple. Ils ont en tout cas des sensibilités qui sont un peu différentes sur certains axes, et donc être capable de s'adapter à leurs besoins, c'est l'élément principal. J'ai envie de creuser un petit peu là-dedans parce que c'est des sujets que j'ai pas abordés ou très peu abordés. Comment tu travailles avec un DSI? Voilà. Une fois que ta solution elle a été poussée, elle a été validée, comment tu travailles avec le DSI sur le déploiement de ta solution? Alors en fait, quand on est un DSI qui est intéressé et qui déjà a la conviction qu'au niveau médical ça crée de la valeur et que ça peut créer de la valeur pour entre guillemets son infrastructure et son portefeuille d'applicatifs, parce qu'il faut savoir qu'un DSI il peut gérer des dizaines voire des centaines d'applicatifs à l'échelle d'un établissement. Le premier enjeu pour nous, c'est d'être capable de se mettre d'accord déjà sur un rétro-planning, donc de savoir par exemple, voilà, en tout cas dans les différentes modalités logistiques de notre produit, qui va décider, qui est le chef de produit médical, qui
qui est le responsable médical de Pixacare, qui est ce qui va s'occuper de faire le listing de différents services utilisateurs, de savoir comment de proposer la solution aussi aux différents services, et qui est le chef de projet informatique. Donc ça, c'est 2 enjeux. À partir du moment où on a 2 interlocuteurs clairs avec un DSI, c'est-à-dire que le DSI sait que voilà, sur la question d'interopérabilité, c'est lui dans son équipe qui va nous gérer, et dans les parties médicales, c'est lui, on peut avancer. Donc ça, c'est déjà identifier les deux interlocuteurs principaux. Une fois qu'on a ces 2 interlocuteurs, on se met d'accord sur un rétro-planning, typiquement un scope de déploiement. Donc, savoir, par exemple, on va être déployé dans tous les services de chirurgie. Souvent, il y a des enjeux aussi de priorisation des services en fonction de raisons X ou Y. Et puis ensuite, on va aussi se mettre d'accord sur les flux d'interopérabilité. Donc, on sait qu'on veut s'intégrer sur 10 services, par exemple. Il nous faut quel type de flux d'interopérabilité on veut avec notre outil. Est-ce qu'on veut un flux GAM? Est-ce qu'on veut un flux DPI? En général, les 2. Et une fois qu'on a cette roadmap de déploiement dans les services et cette roadmap technique de développement d'interopérabilité, qui sont en règle générale assez courtes, on est capable du coup d'orchestrer un déploiement avec un rétro-planning et des livrables clairs. Et c'est pour ça que nous, maintenant, on est capable de déployer un établissement maintenant en moins de 2 mois. Ok, c'est ce que t'as lu dans mes pensées, ce que j'allais dire. Voilà. Quel était le progrès, même vous, à titre perso, en termes de temps de déploiement entre le début et aujourd'hui? Écoute, un des points importants pour nous, ça a été d'être capable de déployer des établissements, notamment la partie interopérabilité. C'est un frein important pour les startups en santé, c'est d'être capable vraiment de s'intégrer. C'est difficile d'imaginer un applicatif dans un établissement qui ne soit pas lié au reste des logiciels, notamment le dossier patient. Donc il faut être capable de répondre à ce besoin très vite. Par contre, voilà, une fois qu'on a compris ça, on passe du stade du pilote, donc un test un peu sauvage entre guillemets dans les services, vraiment au stade de la pérennisation. Et donc une fois qu'on a le stade de la pérennisation, nous on a pas mal progressé. Là, les premiers établissements, on a mis quasiment 1 an pour être capable de les déployer. Maintenant, on a eu des établissements qu'on a pu déployer en l'espace de quelques semaines. Donc là, par exemple, on a un établissement qu'on a pu déployer en 8 semaines et qui démontre bien que cette approche-là, une fois qu'on a tout le monde d'accord dès le début, qu'on a un rétro-planning clair, que les responsabilités sont claires, on peut avancer assez vite, et ça peut même contredire certaines idées reçues sur la lenteur des établissements. Ça fait tout le temps peur aux dirigeants hospitaliers de se dire combien de temps ça va me prendre, est-ce que ça va être très lourd. Et en fait, une fois que si les choses sont bien cadrées dès le début, ça peut être extrêmement léger, notamment pour l'équipe hospitalière et l'équipe technique aussi, des DSI. Est-ce que c'est des délais usuels? Je ne sais pas si tu as des retours entre Pixacare et d'autres boîtes aussi qui se déploient dans les hôpitaux avec les mêmes thématiques d'interopérabilité, etc. Alors oui, on peut voir, globalement, on voit que dans pas mal d'applicatifs quand même, il faut compter, ça se compte en mois en tout cas, déploiement hospitalier. Ça, je sais pas, tu vois, c'est des choses là, que j'apprends vraiment. Je savais pas du tout que ça prenait autant de temps. Dans ma tête, j'étais un petit peu le rêveur, le plug and play, c'est le rêve ultime. Avec des solutions sûrement comme l'iPhone et des choses comme ça, on y arrivera peut-être un jour, mais j'étais un peu resté sur le plug and play, moi. C'est ça, mais il faut mettre tout le monde autour de la table quand même. Ça prend du temps. Les soignants sont pas souvent très disponibles, les équipes techniques les équipes informatiques des hôpitaux non plus. Donc déjà, il faut trouver la date du déploiement, il faut faire les réunions techniques pour l'interopérabilité, il faut faire les allers-retours sur le recettage du flux, il faut être capable aussi d'accompagner les soignants. Au global, nous voilà, on est à l'échelle des quelques semaines, mais j'ai pas non plus un listing clair de tous les temps de déploiement de tous les éditeurs. Ça dépend beaucoup des logiciels aussi, ça dépend de la complexité, mais au global, en règle générale, on est à l'échelle des mois. Et quand on dit un établissement qu'on peut déployer en 8 semaines, en règle générale, ils sont rassurés et impressionnés. D'accord. Mais en règle générale, oui, on part sur 4-5 mois. Ok, mais une question très concrète là-dessus, justement, sur cette complexité, c'est que si tu déploies plusieurs hôpitaux à la fois, comment tu équilibres tes ressources, les ressources de Pixacare? Comment tu les équilibres dans tel ou tel établissement? Comment tu arrives à jongler tout simplement avec toutes ces différentes temporalités, ces différents rendez-vous, etc. Est-ce que tu as pareil une recette plutôt organisationnelle? Alors, nous, on a des process et on les met en place au fur et à mesure. Alors, c'est rien de très original. Je pense que c'est un peu un poncif pour toutes les entreprises. Mais en tout cas, maintenant, on sait à peu près les ressources que ça va nous prendre de déployer un établissement. Donc, on a une idée du temps que ça va prendre en termes de développement technique. On a une idée du temps que ça va prendre en termes de formation des soignants. Typiquement, nous, quand on déploie dans un établissement, systématiquement, on envoie une équipe sur place dans l'établissement, dans les services, pour former les soigneurs. Et on passe une nuit sur place en règle générale quand c'est un établissement qui est un peu éloigné, et on va sur place, on rencontre les soignants, on leur montre l'outil, on vérifie que l'outil est bien en place, et vraiment on est là, et c'est extrêmement important dans cette étape-là. Et ça, par exemple, ça prend du temps, c'est un déplacement, ça doit s'organiser. Donc maintenant, pour répondre à ta question, on a une liste Notion de tous les déploiements en cours, de ceux qui sont prévus et des différentes étapes. Donc typiquement, est-ce que le recettage du flux a été fait? Est-ce que le déploiement est en cours? Qu'est-ce que tu appelles le recettage du flux? Typiquement,
le moment où, quand les flux d'interopérabilité fonctionnent entre ton logiciel et le logiciel hospitalier, vérifier que ces flux fonctionnent bien sans erreur, vérifier que l'identité patient n'est pas erronée ou ce genre de choses. Donc on fait un test en situation de ce qu'on appelle de pré-production. Avec l'équipe technique. Donc on teste que ça fonctionne et puis après on déploie avec les soignants et puis on vérifie aussi avec eux que ça fonctionne. Donc une fois que le recettage est bien fait, ça veut dire que ça fonctionne, ça veut dire qu'on peut faire un bon de livraison. Très très clair. Franchement, j'apprends énormément de choses sans mentir. C'est des choses que je connaissais pas du tout. Et dans tout ce que tu m'as dit, quel était pour toi le plus gros défi que tu as eu à relever depuis le début de Pixhacker? Et je te pose la question ensuite après de savoir quel est celui que tu anticipes. C'est une bonne question. Je pense que un des plus gros défis qu'on a eu, ça a été d'apprendre à parler aux différents acteurs hospitaliers. En fait. Je ne pense pas qu'on ait encore parfaitement réussi. On a encore beaucoup d'enjeux autour de ça. C'est d'être capable, comme je le disais, d'aligner les planètes, d'affiner son discours. Parler à un médecin et parler à un dirigeant hospitalier, c'est absolument pas la même chose. Vraiment, c'est pas les mêmes formations, c'est pas la même culture professionnelle non plus, paradoxalement. Et être capable de bien mapper dans un établissement qui sont les décisionnaires, qui sont les acteurs, quelle est même parfois la politique interne de l'établissement, rapidement, et d'être capable de s'adresser efficacement à un directeur des systèmes d'information qui gère des équipes de 50 personnes et qui n'a pas le temps, et d'être capable de capter son attention, ça a été un énorme challenge. Et je dirais que le plus gros challenge qu'on a, c'est indirectement lié à ce que tu disais, c'est être capable de trouver les process pour déployer largement dans les établissements. Et là, je dirais presque plus sur la partie commerciale. C'est comment on arrive à, justement, entre guillemets, passer d'une dizaine d'établissements clients à une centaine. Oui. Donc, c'est vraiment scaler son approche commerciale. Et ça passe par de la notoriété, ça passe par du marketing, ça passe par une légitimité sur le produit, ça passe par des témoignages. Et ça, c'est un enjeu important pour nous, c'est cet enjeu de commercialisation massive. Et je pense que c'est un enjeu qui est celui de toutes les entreprises qui se développent sur le marché hospitalier, qui est un marché compliqué, qui est un marché long, qui est un marché avec beaucoup de barrières, et qui est un marché pourtant qui a un besoin énorme en termes d'innovation. Là, c'est intéressant parce que là, vous êtes clairement au moment du scale-up. Comment tu priorises les ressources à aller chercher? Donc là, tu viens de parler de communication, marketing, je sais pas quoi. Quelle est ta roadmap dans ta tête? Voilà, comment tu priorises tout simplement les compétences que tu dois intégrer dans la boîte pour continuer à se déployer encore plus vite dans plein d'établissements? Alors, dans un monde parfait... oui, on a le droit de rêver aussi dans le podcast. On a le droit de rêver, c'est-à-dire on se dit toujours, oh là là, il me faudrait toutes ces personnes en marketing, il me faudrait un site internet magnifique, il me faudrait tout ça, il me faudrait des gens dans Customer Success. Ouais. Enfin, voilà, on peut très vite, en fait, la question de savoir de quoi on a besoin, ça se pose pas tant que ça émerge du terrain. Alors que vraiment, on sent que voilà... on a besoin de quelqu'un pour la communication parce que c'est une catastrophe. Donc c'est vraiment. Par contre, après, la réflexion est inverse, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Donc il faut faire des choix et des arbitrages souvent très durs quand on est à ce stade-là. Oui, forcément, parce qu'il y a toujours une question de financement derrière. C'est ça. Donc tu regardes combien tu as sur le compte en tant qu'entreprise. Alors nous, on a eu la chance de faire une levée de 2 millions d'euros il y a quelques mois de cela. Donc on a maintenant. Ça nous donne de la respiration et ça nous donne surtout les moyens de pouvoir développer notre produit, d'être l'amélioré, d'aller sur le terrain. Et donc clairement en fonction de ça on se dit voilà combien de ce budget là, et ça se met en règle générale, on se met d'accord avec les investisseurs au moment de la levée de fonds, c'est combien de ce budget là je vais adresser à du marketing, combien je vais mettre à du commercial, combien je vais mettre à du développement produit, et ça permet vraiment déjà de se dire en tout cas on a un budget en tout cas fini, donc on peut embaucher tant de personnes, on peut faire ça, et après l'objectif c'est de faire le plus possible avec ce dont on a à disposition en termes de financement et donc en termes de ressources, et d'être capable d'aller à l'étape d'après. Ok, et puis donc il y a aussi forcément le rôle de tous ces advisors que tu as quand tu lèves des fonds. Finalement c'est des gens qui vont te suivre aussi, donc ils te conseillent aussi sur les étapes à suivre. Tout à fait. C'est une question que j'ai posée juste tout à l'heure à Braintail. Je l'ai rarement aussi posé sur le podcast. Comment tu as constitué ton board stratégique ou scientifique? Voilà. Comment tu l'as constitué? Quels éléments tu mets dedans? Et à quoi ressemble pour toi un board stratégique idéal? La Dream Team, quoi. Alors, pour moi, c'est quelque chose qu'on dit souvent aux entreprises qui sont en train de lever un seed, mais il faut lever du smart money. Lever de l'argent, déjà, c'est compliqué. Okay. Mais par contre, dans un stade de développement aussi précoce, ce qui est capital, c'est d'avoir des gens qui croient dans le produit, qui sont capables de t'amener et de l'argent et surtout des conseils, et voire des mises en relation. Donc nous, quand on a fait notre levée de fonds, on a identifié déjà des besoins importants, et ça, 50 Partners nous a beaucoup aidé là-dessus, sur identifier quels étaient les acteurs dont on avait besoin dans notre tour de financement pour nous accompagner. Donc on a identifié par exemple qu'on avait besoin d'industriels, on avait besoin de connaissances évidemment poussées du secteur de la plaie.
On a identifié aussi qu'on avait un besoin important dans le domaine de ce que c'est qu'avoir un SaaS en santé, d'avoir un logiciel qu'on vend à des établissements de santé. Et on a aussi identifié qu'on avait aussi besoin de compétences sur la partie levée de fonds pour assurer la levée de fonds suivante. Donc, du coup, on a directement approché des investisseurs qui avaient des expertises là-dessus. On en a eu pas mal avec lesquels on a échangé. On en a quelques-uns avec lesquels on a vraiment accroché. Et parmi eux, du coup, entre autres, on a Mathieu Hortala, qui est le CEO de Caduceo. Qui est une très très belle boîte, en santé, qui développe des outils, notamment de data science. Pas encore parlé. Tu n'auras pas encore parlé, mais ça viendra vite. Ils sont déjà déployés dans plusieurs établissements et ils font un travail incroyable. Ils font notamment justement tout ce qui est data science pour les établissements. Ils font une sorte de data studio pour les établissements pour vraiment optimiser leurs données, mais surtout aussi optimiser les flux dans les établissements. Donc on a aussi Maximilien Chargues, qui est le CEO de Socianova, qui est un éditeur de dossiers patients dans le domaine du médico-social, avec plusieurs milliers d'établissements qui l'utilisent, donc une connaissance très fine justement de cette approche commerciale. Et donc on a aussi Christian Arendt, qui est un des anciens dirigeants de Urgo. Alors là, forcément, là, dans la play, tu pouvais pas faire... Si tu vas chercher chez Urgo, forcément, il y a un petit peu de crédibilité, quoi. Voilà, donc il nous aide pas mal sur ces aspects-là, et donc avec sa connaissance fine vraiment de cette industrie. Et donc voilà, on a aussi 50 Partners qui est présent dans notre board avec Jean Aubas, et on a notamment Olivier Tilloy, qui est notamment managing partner chez TechMind, qui est un fonds d'investissement et qui du coup évidemment a une connaissance très fine de l'industrie du VC et de justement des métriques qu'il faut atteindre pour être capable de les tours suivants. Donc vraiment on a un board à mon sens de très haut niveau, à ces niveaux-là, avec très complémentaires, avec des connaissances du business dans la santé, du business dans le logiciel, du business dans l'industrie, de la play, aussi du VC, et qui du coup nous donne beaucoup de conseils sur comment approcher les différents challenges qui sont tous aussi monumentaux les uns que les autres sur ces aspects-là. Est-ce que ça ressemble aujourd'hui à ce que tu avais en tête ? Quand si tu te réimagines 4 ans en arrière au hackathon, au Hacking Health Camp 2018, est-ce que la solution que tu avais pensée ce jour-là, est-ce qu'aujourd'hui Pixhaker, ça ressemble à ça ou pas ? Alors, étonnamment, oui. J'adore poser cette question-là parce que j'adore avoir les réponses, elles sont toutes différentes. En fait, notre solution n'a pas tant changé que ça sur une partie en tout cas de l'idée de base. Souvent on dit, enfin en tout cas dans les entreprises, que voilà, il y a ces fameux pivots avec un changement global total, voire de la proposition de valeur. Nous on a pivoté, mais pas vraiment, c'est-à-dire qu'on a surtout enrichi la proposition de valeur. Concrètement, là, la solution, une partie de la solution, c'est concrètement une photothèque médicale. C'est un outil pour prendre des photos des patients qui ressemble grosso modo à ce que Frédéric avait dans l'idée il y a plus de 3 ans de cela. À côté de ça, en confrontation avec le terrain et justement de ces enjeux hospitaliers, en discutant avec les dirigeants hospitaliers, on a beaucoup enrichi la proposition de valeur pour aller vraiment sur la cicatrisation et être capable vraiment d'avoir un outil qui permet non seulement de structurer la donnée dans les établissements, de gagner du temps de productivité sur cette documentation, mais aussi de faciliter le parcours vie-l'hôpital. Et puis le diagnostic aussi. Le diagnostic, voilà. Et aussi de valoriser cette donnée, qui est la photographie médicale, qui est une donnée hyper importante, extrêmement sensible, qui pourtant est traité dans les établissements de santé comme ça passe par n'importe quel type de structure, ça passe sur des clés USB, ça passe sur WhatsApp, ça passe par mail, et en fait c'est une donnée qui est extrêmement, non seulement qui doit être sécurisée pour des raisons évidentes, mais par contre qui est en plus une donnée hyper valorisable pour le soin, qui a beaucoup de valeur. Ça je t'ai pas posé la question parce que tu disais que vous aviez dans votre banque déjà 150 000 photos à peu près. Est-ce qu'elles ont toutes été annotées ? Qui s'occupe de les annoter pour l'instant ? Comment ça se passe ça ? Est-ce que ça va être des enjeux futurs ? Comment ça se passe pour créer vraiment une vraie intelligence autour de ça, quoi. Alors en fait, dans les photographies médicales dont on parle, il y a une grosse partie, nous on est sous-traitant des établissements. C'est-à-dire qu'on arrive, on a une activité, pour vous, on va gérer vos données. Donc on va gérer vos données de photographie médicale, vos soignants vont prendre des photos avec Pixhaker et nous on va uniquement les stocker, les sécuriser, on ne va pas y toucher. Donc ça c'est un contrat très clair avec eux, on est sous-traitant au niveau de cette structuration, et avec certains établissements, ce qu'on peut mettre en place, c'est des contrats de collaboration qui sont vraiment dissociés de cette activité de prestataire et qui vraiment permettent de sélectionner dans les photographies médicales qui vont être prises dans un cas précis, sélectionner les photos à haute valeur ajoutée qu'on va faire annoter ou par des médecins, nous, en interne, ou alors directement avec l'établissement. Donc là, par exemple, on a un accord avec le CHRU de Brest pour développer un algorithme sur les plaies post-opératoires. Donc c'est un type d'algorithme un peu différent pour être capable justement de détecter les infections du site opératoire dès la prise de photo. Et donc là, en l'occurrence, c'est un accord où vraiment on va récupérer un set de données vraiment précis dans des conditions précises. Et par exemple, dans notre cas d'usage, c'est plus la qualité de la donnée que la quantité.
On entend souvent parler en intelligence artificielle il faut plusieurs millions de points de données. Nous, par exemple, il nous faut quelques milliers de photos, mais vraiment de bonne qualité pour réussir à développer un algorithme qui fonctionne bien. Ok, hyper intéressant. Et donc là, quels vont être qu'est-ce qui va se passer juste après notre appel là? C'est quoi le gros enjeu là, juste après notre appel, notre épisode plutôt, excuse-moi. Ouais, écoute, là, les gros enjeux pour nous, c'est d'être capable de, comme tu le disais, d'être partout à la fois. Donc, d'être capable de déployer un établissement, d'être capable d'aller répondre aux questions d'un autre, d'être capable de se déplacer pour un congrès médical. Enfin, voilà, on a beaucoup d'enjeux, surtout sur la partie commerciale pour l'instant. Tu seras sur Santexpo la semaine prochaine? On sera sur Santexpo la semaine prochaine. On est le 9 mai, je précise, sur l'épisode. Peut-être qu'il sera sûrement publié après, mais voilà, il y a Santexpo la semaine prochaine. Voilà, il y a Santexpo, donc on va y être. Et donc, on espère que ça va être aussi stimulant que la dernière édition qui avait eu lieu en novembre dernier, il me semble. Je n'ai pas participé, je n'étais pas encore assez dans l'écosystème. Bon, en tout cas, c'était assez bouillonnant comme écosystème, malgré la période. En tout cas, on avait rencontré pas mal de monde, on avait rencontré des DSI, on avait rencontré des établissements hyper dynamiques, notamment un de nos clients actuels qui est le groupe hospitalo-territorial du Grand Paris Nord-Est, avec le directeur général adjoint et DSI qui est Quentin Demanet et avec lequel on a échangé à Santexpo et qui est maintenant un de nos clients. Et donc voilà, c'est vraiment dans ce genre d'événement où on rencontre des partenaires, on rencontre parfois des investisseurs, on rencontre des clients incroyables. Et c'est vraiment avec beaucoup de hâte que j'ai envie de participer à cet événement. La prochaine édition, ok, très très clair. Quelques petites questions pour terminer. Une première question, qu'est-ce qui te plaît dans notre écosystème LSTech? C'est un peu galvaudé, disons, mais dans l'écosystème LSTech, ce qui est vraiment, vraiment génial, c'est l'impact qu'on a directement sur le soin. C'est quand même une belle idée de se dire, voilà, je me lève le matin, mon produit va être utilisé par des médecins, faciliter la prise en charge de patients. Donc ça, je pense que c'est un peu impensif et que tous les entrepreneurs en santé le disent. Par contre, aussi, il y a un des enjeux particulièrement intéressants qui est la preuve scientifique nécessaire pour être capable d'amener un produit sur le marché. Et ça, c'est quelque chose qui est assez magique dans notre industrie, c'est que tous les marchés ont besoin de produits. Par contre, dans notre industrie de la santé, les produits qui arrivent sur le marché ont très souvent besoin de preuves cliniques très fortes. Et mine de rien, on parle à des scientifiques, un médecin, c'est un scientifique de haut niveau qui, du coup, veut des preuves d'efficacité, des preuves de robustesse. Et donc notre industrie nécessite que les entrepreneurs prennent en compte cet aspect-là et soient capables d'adapter leur discours et surtout d'affronter entre guillemets cette barrière, de prouver la validité de leurs produits, prouver la validité de leur modèle, mettre en place les enjeux de qualité réglementaire quand c'est nécessaire et qui sont largement sous-estimés souvent dans beaucoup de boîtes. Et donc voilà, une fois qu'on a un produit qui est marqué déjà classe 1 mais voire classe 2A sur ces algorithmes, alors c'est sûr que c'est un chemin qui est long, mais par contre c'est une barrière à l'entrée qui est énorme et qui ouvre aussi la voie à un déploiement à l'international, puisque des entreprises qui sont capables de le faire, il n'y en a pas tant que ça. Il faut des fonds, il faut du savoir-faire. Et c'est pour ça que je suis assez optimiste par rapport à l'écosystème de la health tech en France, puisqu'on a un écosystème incroyable qui se met en place entre des établissements de plus en plus ouverts à l'innovation, un financement massif qui se met en place, beaucoup d'entrepreneurs. Et moi, j'ai envie de me dire que le leadership de la souveraineté, le leadership français à l'international sur la tech va passer par la santé. Ok, très, très, très clair. C'est vrai que c'est une très belle analyse. C'est vrai qu'on a la chance d'avoir ça. Et peut-être la question inverse. Je ne sais pas si tu aurais un mot critique à donner sur l'écosystème. Tu veux dire un enjeu particulièrement ou quelque chose qui te déplaît peut-être dans l'écosystème. Est-ce que c'est dur à trouver, parce que c'est vrai que finalement, comme tu disais, on a la chance déjà d'être dans un écosystème où il y a des personnes déjà qui sont bienveillantes. Donc c'est vrai que c'est galvaudé de le dire, mais c'est vrai dans la santé. La plupart du temps, on t'a fait face à des scientifiques ou des professionnels de santé ou des gens qui bossent forcément pour la santé. Donc tu sens que tu as l'humain au centre. Cette phrase, elle est affreuse, mais vraiment, tu sens qu'il y a ça, contrairement à d'autres milieux, quoi. Mais voilà, je sais pas, peut-être un truc qui te plaît pas trop. Non, il y a rien qui. Enfin, il y a une forme d'inertie. Il y a une vraie forme d'inertie qu'on peut pas nier, liée à la culture de certains écosystèmes. Peut-être il y a encore certaines complexités par rapport à la différence entre le public et le privé dans l'écosystème. Parfois avec une forme de défiance d'acteurs qui sont dans le secteur public depuis très longtemps et qui voient les innovations en santé en se disant, ils ne le voient pas sous le spectre de l'innovation, ils le voient sous forme d'entreprise privée, en se disant
des logiciels de e-santé, de santé numérique, ça doit être développé par les hôpitaux ou ça doit être proposé par l'État ou par les agences régionales de santé. Oui. Alors que, moi j'ai la conviction que le secteur privé a sûrement ses défauts, mais en tout cas, l'innovation passe bien souvent par des activités entrepreneuriales, privées, avec des solutions qui fonctionnent bien, avec, qui ont vocation à se déployer, certes, pour créer de la valeur, et aussi évidemment pour rémunérer les gens, et pour créer de la valeur, et pour les salariés, pour les actionnaires, et pour les clients. Ouais. Et donc je pense que être capable d'avoir cette bienveillance, évidemment pour les patients, pour les soignants, mais aussi pour les acteurs du privé, les jeunes startups du numérique qui débarquent. Je pense que ça change petit à petit. On comprend de plus en plus que les enjeux de partenariat entre privé et public qui sont hyper importants. Et ça semble évoluer. Mais oui, c'est très juste ce que tu dis là. C'est vrai que je ne l'avais pas vu, que je n'y avais pas pensé directement, mais oui, complètement, ouais. Voilà. Les grosses questions pour terminer. Quelle est ta plus grande fierté avec Pixacare ? C'est d'avoir un produit qui est utilisé. Oui, c'est déjà une belle chose. C'est vrai que c'est extrêmement rare, n'empêche d'arriver à ce niveau-là quand on est entrepreneur. D'avoir plus de 25 000 patients au total qui ont été suivis avec Pixacare. Moi, je m'en réjouis tous les matins et Lucie, notre responsable produit, s'en réjouit aussi quand elle voit les métriques, quand on se rend compte que notre produit il crée de la valeur pour des gens et que des médecins et des infirmiers qui sont très occupés, ils utilisent le produit parce que ça crée de la valeur pour eux. Ça, c'est quand même une fierté incroyable. Et puis le fait d'avoir une équipe aussi motivée, maintenant on est quasiment une quinzaine de personnes et tout le monde est toujours aussi motivé dès qu'il se lève pour être capable de... vu ton énergie, j'espère que ça me surprend pas trop qu'ils soient motivés. Oui, mais en tout cas, on a une équipe exceptionnelle, que ce soit aussi bien d'ingénieurs, que ce soit sur la partie marketing. On a une responsable marketing, Aurélie, qui fait un travail incroyable. On a notamment David, qui est maintenant notre nouveau commercial qui vient d'arriver, qui fait aussi un travail incroyable sur le terrain. Et ça, c'est vraiment réjouissant de voir cette équipe aussi bien d'actionnaires entre guillemets avec notre board que de donc là encore c'est un peu galvaudé, mais non, mais c'est vrai que l'équipe, on le dit tout le temps, c'est vrai que il y a une forme de redondance, mais chez les entrepreneurs, mais oui, en effet, forcément, quand tu arrives à engager des gens derrière qui te suivent dans ta vision un petit peu folle que tu avais au début, ça doit être extrêmement satisfaisant, quoi. Ouais, c'est vraiment un cercle vertueux quand tu vois que l'équipe va bien, quand tu vois que tout le monde s'entend, que tout le monde est aligné, que ce soit les fondateurs, que ce soit les actionnaires, que ce soit les salariés, sur des objectifs communs, et que ça permet vraiment à ce que tout roule. Et même quand tu peux avoir beaucoup d'établissements qui te sollicitent, ça te permet d'être capable de délivrer parce que tout le monde se fait confiance, tout le monde connaît son scope, etc. Donc je dirais que c'est un enjeu qui... c'est un peu tacite, on se dit une boîte qui fonctionne bien, c'est parce qu'il y a le marché, c'est parce qu'il y a un produit super, mais c'est surtout parce qu'il y a une équipe qui s'entend super bien derrière et qui est hyper engagée, quoi. Ça pourrait faire l'objet d'un autre épisode, savoir comment gérer une bonne ambiance dans une équipe, mais bon, on est un petit peu limité par le temps, donc on va arriver directement sur la question totem du podcast. Est-ce que tu la connais ? Non, je la connais pas. Moi, tu la connais pas. C'est quel est ton aventurier ou explorateur préféré ? Je dirais... c'est une bonne question. Je dirais que mon explorateur... T'es pas un auditeur assez assidu, quoi. Je me prends en défaut, désolé. C'est une accusation absolument scandaleuse parce que j'écoute les podcasts, mais à chaque fois je suis interrompu, donc je m'arrête avant la fin. Je m'arrête avant cette question, mais je dirais que moi j'aime bien les jeux vidéo et je dirais que c'est Nathan Drake qui est dans Uncharted, et qui est un explorateur que j'aime bien parce que quand j'ai terminé ma journée de boulot, des fois j'aime bien jouer à ça, et ça me